sur la plage, même les noix de coco semblent être en or. Au cœur de la jungle mexicaine, un fief de privilégiés face au Pacifique. Ragazze, venite! Chaque matin, Luisa Rossi part en promenade à bord de son bateau. No, ma tesoro, una? Avec ses 3 filles, quelques amis et du personnel. Regardez les filles, les grottes! Depuis 14 ans, cette Italienne héritière d'un patrimoine immobilier passe toutes ses vacances ici. Wouhou, Isabella! Alors là, sur cette plage, en général, on va se promener, on va monter à cheval. C'est spectaculaire, on est seul sur cette plage, il n'y a personne. Les seules créatures dans les environs sont les dauphins. Que fun! Les deux, elles sont en train de s'accoupler là. Et quelques grosses tortues marines. Pour ne rien gâcher, Aldo, me agarraste mis aletas por fin. le skipper à bord s'occupe de tout. Service 5 étoiles. Typical day in Carayes. La prima colera. Absolument. C'est ça, c'est ce privilège d'avoir les choses de base. Tu vois, comme une bonne bière, fraîche, un peu de guacamole frais, dans un endroit parfait. Ça pour moi, c'est la définition du luxe. À Carayes, le luxe n'est peut-être pas tape à l'œil, mais il est omniprésent. Le long d'une réserve naturelle de 15 000 hectares, une centaine d'ultra fortunés se sont façonnés un paradis pour leurs vacances. Un monde à part, dont Bill Clinton ou encore les top modèles Heidi Klum ou Cindy Crawford sont des habitués. Ce sont les incroyables villas qui ont fait la réputation du lieu. Piscine à 360 degrés ou en forme de piste d'atterrissage sur 75 mètres de long. Quand elles ne sont pas occupées par leurs propriétaires, ces maisons se louent jusqu'à 11 000 € la nuit. Ultra sécurisées, clôturées et gardées 24 heures sur 24. Carayes n'est pas officiellement un village, mais il possède sa place centrale, ses boutiques et ses restaurants, ainsi que les plus grands terrains de polo du Mexique. À l'origine, ce domaine est l'utopie d'un homme, Gianfranco Brignone. En 1968, ce promoteur immobilier italien survole ces terres, alors totalement vierges. Sur un coup de tête, il achète 12 km de côte pour 2 millions d'euros. Brignone bâtit des palais après avoir demandé l'autorisation à la nature, à sa façon excentrique. Guerra, te pido permiso de chingarte, pero te prometto que vamos chingarte bien, porque te amamos de amor. Il vend ensuite plusieurs de ses maisons fantaisistes à la jet-set bohème du monde entier. Et même s'il n'a pas de réel pouvoir, depuis sa forteresse bleu cobalt, le patriarche s'est autoproclamé empereur de Carayes. Chaque matin, le souverain de 92 ans, aux goûts musicaux très français, inspecte son royaume. Pourquoi vous faites ce tour en voiture? Parce que c'est comme si j'avais votre enfant ou n'importe quoi, que vous ne voulez pas voir comment il va, moi je vais voir comment il va, voilà. Des enfants, Gianfranco en a 4, sur qui il peut compter pour prendre sa relève. À commencer par Filippo, qui après avoir travaillé dans la finance en Europe, s'est installé ici il y a 5 ans, dans ce donjon de 27 mètres à l'architecture mystique, surnommé le Tigre de la mer. Et ça, c'est pour monter au ciel ou pour les extraterrestres pour descendre.
En guise de bienvenue pour les éventuels extraterrestres, 2 bouteilles de tequila. Cette bâtisse bleue est la première villa à avoir été construite à Careyes. Et elle a dicté des règles bien précises pour l'ensemble du domaine. C'est Manuela, la fille de Gianfranco, architecte de profession, qui est en quelque sorte la gardienne du temple. Les bâtiments ne doivent pas compter plus de 2 étages. Aucune ligne droite. Pas une seule vitre. Et surtout, des murs parfaitement intégrés dans le paysage. Quand tu t'assois ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu oublies totalement qu'il y a une terrasse devant et c'est un tableau infini, donc c'est cette ligne de l'horizon qui te suit dans ton regard et qui est un peu ce don que mon père a toujours dit, c'est un encadreur de la nature. Il trouve le point le plus beau et il fait en sorte que l'architecture mette en valeur le lieu dans lequel tu es. 45 ans plus tard, Manuela et son père continuent de construire de nouvelles maisons sur la côte de Careyes. Comme cette villa de 350 mètres carrés, vendue 2 millions d'euros il y a 1 an, avec piscine à débordement, et son petit nid en osier suspendu pour faire la sieste. Ces principes architecturaux en harmonie avec la nature, Chris Triboul les a parfaitement respectés. Cet industriel dans l'aéronautique, qui réside à Beverly Hills, s'est offert ce cocon il y a 18 ans. Quand j'ai fait construire la maison, mes enfants avaient 1 ou 2 ans. Alors j'ai dit à l'architecte, fais en sorte que la piscine longe le bord de la terrasse pour que mes enfants ne tombent pas de la falaise. Le sol en béton de la maison a été entièrement martelé à la main. Et chaque pièce a vue sur mer. Des règles d'architecture. Vous servez le repas? Merci. Mais aussi des rituels de convivialité. Ici, entre soi, on se reçoit. Une société à part, avec ses codes, parfois surréalistes. Pour acheter ici, il faut être adoubé par un comité animé par Filippo, le fils de l'empereur. Et remplir 27 critères, comme parler au moins 2 langues, avoir commis la plupart des 7 péchés capitaux, mais surtout, être solvable. Tous ces gens propriétaires ici, est-ce qu'ils répondent aux 27 critères de votre père? Ils répondent plus ou moins à plus ou moins tout. Gary, le seul problème, c'est qu'il aurait peut-être sur lequel il ne répond pas, c'est sur les différentes langues. Il ne parle pas 2-3 langues, mais il commence. Mais Gary est pardonné, car c'est Gary Magness, un Américain dont la fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, propriétaire du plus grand réseau de télécommunications des États-Unis. Et son fils porte un prénom tout trouvé. Salut voisin, je te présente mon fils, Cable. Ravi de te rencontrer. L'homme au chapeau, lui, est grec. Il a revendu le réseau informatique pour hôpitaux qu'il a inventé, 385 millions de dollars. C'est des aventuriers d'un côté, c'est des gens qui cherchent la simplicité de l'autre, c'est-à-dire qui vivent la nature, qui aiment la nature, qui sont tous très internationaux. Il y a 42 nationalités à Careyes, qui sont arrivés un peu de partout et qui sont des bons vivants. Des bons vivants qui ne se refusent rien. Chris, qui ne passe que 6 semaines par an ici, emploie 5 personnes à l'année, payées 800 $ par mois, 2 fois le salaire moyen au Mexique. Au menu, ragoût de chèvre, guacamole, purée de haricots rouges et piment mariné. Un festin au son des mariachis pour l'anniversaire de Dietrich, le fils de Chris. Chaque fête s'achève par l'hymne de Careyes.
En hommage à celui qui a fondé les lieux, l'empereur. Rituel immuable de la journée, et pas le plus désagréable. Écoutez, le coucher du soleil. Une margarita, c'est une tradition ici. Tu vois, l'idée de toutes ces maisons, c'est que tu sens la main de l'homme. C'est toujours très organique. Mais par contre, si on ne se dépêche pas, on va rater le coucher de soleil. El tramonto non vi aspetta. Et on lui dit tous les jours, jusqu'à demain, hasta mañana. Louisa, 28 ans, est la petite amie de Filippo. Vous vous souvenez du jour où vous avez découvert cette vue? Oui, c'était le moment où il me draguait. Oui, c'était surtout ça. Dire au revoir à l'astre et le célébrer comme une divinité. L'empereur s'est offert une petite folie pour ses 80 printemps. La coupe du soleil. 27 mètres de diamètre. Une demi-sphère en ciment censée symboliser le sexe féminin, recevant le jet de lumière solaire. Une construction mégalomane, un peu comme en Égypte, quand les pharaons se commandaient des pyramides. Pliez vos genoux, avancez sur l'avant de votre tapis et redressez-vous. Manuela et son frère Giorgio viennent y faire leur séance de yoga matinale. Moi, j'étais totalement contre. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument construire des choses alors qu'il y avait une crise économique dans le monde entier. Et en fait, il a construit des choses très très spéciales justement dans ces moments-là. Il a fait des choses qui finalement pourraient paraître inutiles ou invendables. Et en fait, finalement, c'est ça qui a fait l'endroit. Quand Coppola est venu une fois ici, il nous a dit « Ah mais moi j'aimerais bien faire un film avec la naissance d'un enfant dans la coupe ». À Careyes, les plus jeunes sont également priés de rendre hommage à la nature. Chaque année, un concours un peu particulier réunit les enfants. L'objectif, redonner vie à la nature morte en créant une œuvre d'art. On colle le petit scorpion dans le bateau? D'accord. Pour leur création, Vania, 8 ans, et Ariana, 6 ans, ne peuvent utiliser que des éléments naturels. C'est le règlement. Je crois que c'est la tête d'un poisson. Et on a d'autres animaux aussi. Comme un petit scorpion retrouvé mort dans leur salle à manger, mais aussi 2 crabes ramassés sur la plage. Oh. Maria Rosé, la mère d'Ariana, est architecte à Mexico. C'est l'heure de la remise des prix sur la place principale de Careyes. Parmi les œuvres, une danseuse tahitienne en bois flotté, un oiseau rêveur avec sa queue de brindille, une tortue tout en coquillage ou un dinosaure. Les enfants des villages voisins participent aussi. Leurs parents font partie des 1500 employés qui travaillent dans les villas. Allez, ça commence! Là encore, l'excentricité est de rigueur. Le navire! Le second prix est un poulet. Regardez sa tête! Il a l'air trop content! Ça te plaît? Premier prix! Et le premier prix, la régate des bateaux fantastiques. un bébé lapin
immédiatement adoptées par Vania et Ariana, les grandes gagnantes. Ne le tuez pas, ne le tuez pas. Mais à Careyes, l'animal roi est celui qui a donné son nom au rivage, la tortue Careille. Chaque nuit, de juillet à octobre, elles sont des dizaines à pondre sur les plages de la côte. « 1 350 000 œufs ont déjà été recensés cette année. Ce soir, Louisa l'Italienne et ses filles vont relâcher des bébés tortues. Une association ramasse les œufs pondus et les réenterre dans cet enclos protecteur. Lorsque les tortues naissent, elles sont comme emprisonnées dans le seau pour pouvoir ensuite les libérer soit le matin, soit le soir. Pour les protéger, parce que sinon elles sont mangées par les oiseaux, par les bêtes, les fourmis. Grâce à ce programme, depuis 34 ans, le nombre de petites tortues a été multiplié par 20 à Careyes. Ces bébés sont sortis de leur œuf il y a moins de 2 heures. Wouhou! Elle est partie quand même, là. Regarde la première! Les petites tortues ont 12 heures pour atteindre les premiers coraux. Pour les protéger davantage, la communauté de Careyes vient d'interdire toute construction à moins de 300 mètres de cette plage. Cheers et viva! Une manière aussi de garder ce paradis encore un peu plus longtemps confidentiel. Sur les hauteurs de Cannes, dans cette bastille de 650 mètres carrés, c'est jour de grande réception. Enchanté, Christophe, bienvenue. Christophe Grenès est agent immobilier et pour vendre cette villa de luxe à 7 millions d'euros, il n'organise pas de visite classique, mais une journée détente autour de la piscine, réservée à une poignée de privilégiés. C'est pas du tout une stratégie. Des connaissances fortunées, vendeurs de yachts, médecins ou chefs d'entreprise. Tu veux goûter un peu de champagne alors à nous aussi? Tiens, je te servirai. Qui veut un verre de champagne? T'as laissé, tu veux une coupe? Alcool à discrétion, risotto à la truffe, préparé par Xavier, finaliste de l'émission MasterChef. L'organisation en fait, de la maison est circulaire autour d'un magnifique escalier qu'on va voir ensuite. Et bien sûr, visite de la villa, guidée par Vanessa, la femme et associée de Christophe. Donc on a un super travail sur la ferronnerie également. Hein. Sur 3 étages, dans un style bourgeois, 6 chambres, autant de salles de bain, une salle de sport et même une salle de cinéma. Ce jour-là, personne ne fera d'offre d'achat. Pour découvrir terrasse, piscine et puis après. Mais Vanessa et Christophe sont persuadés que ce coup de com' va porter ses fruits dans les mois qui viennent. Donc on a une exposition idéale. Il y a des super contacts. Oui. C'est de fou. Et en plus, ils se connaissent entre eux. Donc ils se retrouvent là avec plaisir. Il y a des contacts de fou. Ouais, c'est super. C'est vraiment bien. Merci de votre visite en tout cas, c'était sympa. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Dans le petit cercle de l'immobilier de luxe, Côte d'Azur rime avec démesure. Entre Cannes et Monaco, sur 50 km, se concentrent les villas parmi les plus chères du monde. Stars et politiques y ont leur pied-à-terre. Sur cette côte saturée, le nombre de transactions a augmenté de 10% l'année dernière. La moitié des maisons se négocient à plus d'1 million d'euros. Et plus on s'approche de la mer, plus les prix s'envolent. Anna Ganchina a quitté son pays, la Russie, il y a 10 ans, pour se lancer dans l'immobilier de luxe sur la Côte d'Azur.
Elle sait que la préoccupation des clients, c'est d'abord l'emplacement. Ce matin, elle doit faire visiter à un millionnaire britannique une propriété située au Cap d'Antibes, l'un des endroits les plus prisés de la côte. Please welcome. Roger a fait fortune dans la nourriture pour animaux. À quelques années de la retraite, il cherche une villa pour couler des jours heureux, en toute tranquillité. All property is secured, and you have several cameras. You have infrared radar. Yes. Oui. Just full security. Ok. And I take it that's, C'est nécessaire. Le Britannique est déjà propriétaire d'une maison dans l'arrière-pays, mais il veut absolument se rapprocher de la mer. So here you have a very nice outdoor. Il semble qu'à chaque fois qu'il y a du soleil ici, il y a des nuages chez moi. Ça doit être à cause de l'altitude. On cherche vraiment le soleil. Comme souvent dans l'immobilier de luxe, la villa est vendue entièrement meublée et décorée. Dans ce salon de 100 mètres carrés, un canapé en peau de crocodile à 50 000 € et sa table basse assortie. La propriété dispose de 6 chambres. Mais ce que recherche Roger se voit depuis la terrasse. J'aime tellement les vues mer. La mer à seulement 200 mètres. J'aime le fait d'être proche de la mer. C'est pas trop loin? Je crois que vous avez une expression française. Comment vous dites? Les orteils dans l'eau? Pieds dans l'eau. Ouais, c'est ça. Je rêverais de le faire. Mais là, je crois que c'est le plus proche que je puisse avoir. Roger est prêt à débourser 4 millions d'euros, mais cette villa vendue 6 millions s'avère trop chère pour lui. Pour rentrer dans son budget, il va devoir faire des concessions et s'éloigner un peu de la côte. Anna va lui proposer une maison à 4 millions d'euros qui domine la baie de Cannes, à 5 minutes en voiture de la plage. So here is very generous, very spacious living room. La maison n'est pas pied dans l'eau, mais il y a la mer à 180 degrés. Oui. Waouh, superbe vue. Take a seat for a minute. Merci. Try it. Yeah. This is a perfect spot. Pourtant, Roger n'est pas convaincu. Je préférerais être là-bas, sur le bateau, plutôt qu'ici. La plage, on ne peut pas trop y aller à pied. Enfin, on peut descendre. Ce qui m'inquiète, c'est pour remonter. Dans sa quête de la Grande Bleue, Roger reste insatisfait. Et ce n'est pas la couleur de la piscine qui va le faire changer d'avis. Ah, une piscine verte. Yeah, but it's blue normally. So they just find out it yesterday night. It's not a problem really. Le millionnaire ne fera pas de proposition aujourd'hui. Il reviendra dans 2 semaines pour de nouvelles visites. Pour une villa pied dans l'eau, comptez au moins 30 millions d'euros. Mais des aménagements luxueux peuvent encore faire grimper la note. Sur la Côte d'Azur, le pape de la déco s'appelle Alexandre Coursin. Il est architecte d'intérieur, spécialisé dans le sur-mesure d'exception. Voici l'une de ses dernières créations. Un petit palais à 25 millions d'euros. Avec quelques prouesses techniques délirantes, comme faire disparaître le toit de verre ou faire apparaître dans le salon une piscine. Aujourd'hui, Alexandre termine sa 6e villa sur le Cap Martin. C'est bon? Ça va bien? Sous cette maison art déco qu'il a entièrement rénovée, il a créé un nouvel espace pour doubler la superficie. 7 millions d'euros de travaux, un chantier titanesque dont il voit enfin le bout. Ouais, ça fait plaisir à tout le monde, hein. Aux clients, aux entreprises aussi, on arrive à fin. Là, on est quand même au bout de 4 ans de travaux, donc au bout de 4 ans, quand on pose le gazon et la fin du ménage arrive, on est là,
On récupère le sourire. Pour ces aménagements, Alexandre a touché 800 000 € de la part du propriétaire russe. Aujourd'hui, on doit absolument coller les séparations d'étagères en bronze. Ouais, ok. Qui sont à recoller sur les parties en laqué. Dans le luxe, tout se joue sur les détails. Et le bronze pour rappeler en fait les interrupteurs et les filets qu'on a sur les portes. C'est le propriétaire qui a exigé l'utilisation de ce matériau noble. Une demande qui tourne à l'obsession. On le retrouve incrusté dans le sol, en plainte sous les meubles, jusque dans le système de ventilation qui encadre toute la cuisine. Et ça, quand on vous demande, vous pouvez dire non? Très compliqué. 50 000 € de bronze, 300 000 € de marbre et 800 000 € d'ébène de Macassar, le bois le plus cher du monde. Ouais, on ne peut pas percer de toute façon. Toi sur le côté. Même les plus petits détails, presque invisibles, tu mets les butées. ont fait l'objet des plus grandes attentions. Ok, ouvre un tout petit peu. Elles viennent d'où, ces butées de porte? Londres. En fait, elles sont en laiton massif et on a fait retraiter la couleur pour avoir une couleur spécifique. Une réalisation unique qui recèle encore quelques surprises. Donc on a un système tout basique. Une pièce secrète où l'on peut cacher un coffre-fort. Et ça pivote. Il y en a beaucoup des cachettes secrètes ici? Il y en a quelques-unes. Achetée 2,5 millions d'euros, cette maison est aujourd'hui estimée, après les travaux d'Alexandre, à près de 30 millions. Des demeures que ne peuvent s'offrir qu'une poignée d'ultra-riches qu'il faut aller chasser sur leur terre. Bonsoir, monsieur. Merci. Anna, l'agent immobilier russe, est mariée à Sam, un Français qui travaille dans le business de la voiture de luxe. Ils vivent au rythme des soirées mondaines. Aujourd'hui, ils sont invités à Monaco. Ça va, mon chéri? Tu vas bien? T'as bronzé, hein? T'as bronzé, t'as pris des couleurs un peu, je crois, non? La soirée, un concours de beauté qui récompense des femmes engagées dans des œuvres caritatives. La plupart des participantes ont un mari au portefeuille bien rempli. Grâce à son business à Monaco, Sam connaît beaucoup de monde ici. Un réseau dont il va faire profiter sa femme. Maxou, comment ça va? Tu vas bien? Maxou est gestionnaire de fortune. L'une de ses riches clientes anglaises recherche une villa à louer pour cet été. Anna saute sur l'occasion. Je vais peut-être avoir quelque chose qui est en train de se terminer. Du coup, c'est pas encore sur le marché. Et ça sera... Oui, oui. Les jours, elle me relance. Autre façon d'établir le contact, jouer sur ses origines. Si tu veux, je peux te les présenter maintenant. Allez, viens. L'organisatrice de la soirée, une Ukrainienne, va présenter à Anna la gagnante du concours et son mari, un couple russe. Nous vivons ici, mais mon mari est souvent en voyage d'affaires. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, je vous donnerai ma carte. C'est un tout petit monde, le luxe. C'est un petit monde, mais qui n'a pas de limite. Soirée fructueuse pour Anna. 3 nouveaux contacts. Mais pour les biens les plus chers, elle fait parfois affaire avec des clients qu'elle ne rencontre même pas. Ce jour-là, sur la Croisette, elle a rendez-vous avec Catherine et Nick, 2 Américains venus spécialement de Miami, des agents immobiliers missionnés par un milliardaire new-yorkais pour dénicher la plus belle villa de la côte. Budget, no limites. Si mon client vient avec son yacht, il mettrait combien de temps pour aller à Saint-Tropez?
Depending on the speed of the boat. Bonne réponse. Il a combien de maisons exactement? Il y en a déjà 5. Mais il veut avoir plus de choix encore. Il voudrait investir dans le sud de la France et dans d'autres endroits aussi. Ça fait un long voyage pour visiter une maison. Oui, mais c'est une grosse commission. J'espère. Une commission d'1,5 million d'euros à se partager entre l'agent russe et les agents américains. Anna va leur proposer ce qu'elle a de plus beau et de plus cher. La somptueuse villa d'Alang-Alang à 64 millions d'euros. Le prix d'un lotissement de 200 maisons. Piscine à débordement de 30 mètres. Architecture balinaise. Et parc de plus d'1 hectare. Un petit coin de paradis, niché sur les hauteurs de Cannes. Waouh! Ça, c'est de la villa. Le propriétaire est un promoteur immobilier britannique, parfois un peu excentrique. It's a replica of real dinosaur. Actually, the owner wanted to get the real one, and the museums only have a right to have it. Et ils n'ont pas voulu lui donner le vrai. It's for the luck. Ok, alors faut que je le touche moi aussi. Le maître des lieux a vu les choses en grand. 1600 mètres carrés de luxe raffiné. Thank you. Une suite parentale de 150 mètres carrés. Avec sa salle de bain intérieure et extérieure. Mais le couple d'agents américains n'a encore rien vu. Hairdresser, massage. Vraiment? 5-star hotel which is on Crozet. Wow. So it's like a private beauty salon. C'est vraiment très bien, je n'avais jamais vu ça. C'est sûr, mon client va adorer cet endroit. Et la visite se poursuit dans les sous-sols de la villa. C'est là où on fait la fête, non? C'est incroyable, c'est magnifique. Yeah, that's beautiful. It's a proper bar, professional. Une salle de cinéma et clou du spectacle. This is very, very unique. Yes. We don't find it in any other properties. No. I don't know, in Côte d'Azur we don't have another properties with such equipment. La boxe devient de plus en plus à la mode. Mon client en particulier va vraiment adorer ça. Lui et sa famille sont très athlétiques, très sportifs. Pari réussi pour Anna. Les Américains sont sous le charme. Je vais lui vanter les qualités de cette propriété. Elle est unique, elle a un côté zen, elle remplit tous les critères qu'il recherche. Je vais lui en parler et on verra bien. Il va venir la visiter? Oui, à 100%. Il viendra avec son personnel, sa femme et ses enfants. Sur les conseils de Nick, le milliardaire américain a décidé de venir en personne pour découvrir la villa fin juillet. Ça, c'est de la vue. Mais depuis cette visite, le New-Yorkais a de la concurrence. Un autre milliardaire américain s'est montré intéressé par la villa. Il l'avait repérée lors d'un survol de la côte en hélicoptère. C'est à celui qui sortira le premier de sa poche, les 64 millions d'euros. Bruxelles, un paradis où le ciel est gris. En quelques années, ce pays est devenu le repère des millionnaires français. Et celui de Philippe Rosy, un agent immobilier qui leur vend des hôtels particuliers. Là, on est dans ce que je vais appeler la crème de la crème au niveau immobilier. Ses clients sont principalement des expatriés fiscaux. Et quand on lui demande de citer quelques exemples de personnalités françaises, il est intarissable. Toutes les familles qui ont dirigé et contrôlé le groupe Carrefour, la plupart des membres des familles Auchan, plusieurs personnes de très haut niveau dans le pétrole qui sont installées en Belgique. Le jeu Total ? Par exemple. Emmanuel Béard, elle achète régulièrement des maisons
On a eu Johnny qui est venu, puis qui est reparti, puis qui est allé en Suisse. Mais enfin, je ne sais pas si Johnny lui-même sait aujourd'hui où il est, puisqu'il bouge tout le temps. C'est dans cette avenue, la bien nommée avenue Molière, qu'habitent la plupart des Français. Ce matin, Philippe Rosy a rendez-vous chez l'un de ses exilés fiscaux. Bonjour. Bonjour. Bruno Maniglier est le fondateur en France de Compaq, une marque d'ordinateurs qui faisait un carton dans les années 90. Sa fortune se chiffre en dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, son souci, c'est de vendre sa maison, devenue trop grande pour lui. Il doit y avoir 8 mètres de façade. Elle fait quoi, 850 mètres carrés? Elle fait un peu plus de 800 mètres carrés, 830, seulement pour la partie intérieure, surface habitable, comme on dit, bien entendu. Hein. Plus les terrasses et le jardin, etc. Oui. Et vous êtes maintenant 2 dans la maison seulement? Eh oui. Il se débarrasse de ce petit palace pour aller s'installer dans le centre de Bruxelles. Quand il a emménagé ici, il y a 9 ans, il a eu la folie des grandeurs. Sur 5 niveaux, 7 chambres à coucher, avec chacune leur propre salle de bain. Toujours équipée avec sa salle de bain complète. 2 salles de réception. 14 couverts. Avec lustre en cristal. Et au sous-sol, en bon français, et la musique dans les caves à vin. Ça fait la cave à vin, où l'on peut choisir sa bouteille en écoutant de la musique. Génial. Ici, on peut s'installer, on peut choisir ses bouteilles, on peut relaxer ou je ne sais quoi. L'hôtel est évalué à 6 millions d'euros. Allez-y. Merci. Il y a même un ascenseur pour accéder à la terrasse, au 5e étage. Ah oui, on a peut-être... Donc là, le jacuzzi. Oui. Mais malgré tout ce luxe, Monsieur Maniglier aurait préféré rester en France. Il n'est pas venu ici pour le plaisir. Il habite Bruxelles uniquement pour payer moins d'impôts. On a choisi la Belgique d'abord pour des questions de fiscalité. C'est vraiment, pour nous, dans notre situation, le meilleur régime de fiscalité possible. En Belgique, c'est clair, on ne parle pas de bouclier fiscal, impôt sur la fortune, pas connu, 0. Pourtant, c'est pas connu la Belgique. On se dit pas, a priori, c'est un paradis fiscal la Belgique. Beaucoup de gens le connaissent. Je crois. Pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt sur les plus-values. La Belgique a en effet tout l'air d'un petit paradis pour rentiers fortunés. Mais déménager pour échapper au fisc, est-ce que ce n'est pas un peu fraudé? Et là, par exemple, le fait que vous vous installiez à Bruxelles, c'est légal. Mais parfaitement, bien entendu. C'est la libre circulation des biens et des personnes en Europe. Chaque individu en Europe a le droit et le choix d'habiter où il a envie d'habiter, d'ailleurs en dehors de l'Europe également, et aucun gouvernement ne peut l'arrêter. Vous avez fait combien d'économies ici, combien d'économies d'impôts? Beaucoup. C'est plusieurs millions d'euros? Beaucoup. Plusieurs millions d'euros? Ça se compte en millions d'euros? À bientôt. Merci, à bientôt. Je vous raccompagne. Comme Monsieur Maniglier, ils sont 40 000 exilés fiscaux français, l'équivalent d'une ville comme Chartres, à avoir choisi la Belgique. Un paradis à seulement 1h20 de Paris en train. Et vous allez comprendre pourquoi il est si intéressant de s'installer ici. Monsieur Marot gère le patrimoine des grosses fortunes françaises qui veulent s'expatrier. En ce moment, il doit conseiller une dame, parisienne, qui compte vendre son entreprise. Pour nous, il va comparer ce qu'elle paierait en impôts si elle restait en France ou si elle déménageait en Belgique. Alors, cette personne aujourd'hui est domiciliée en France, seule, à la 50aine d'années, et a un patrimoine qui est composé essentiellement d'actions dans une société familiale importante. Grâce à la vente de cette société, 30 millions d'euros, elle va empocher 30 millions d'euros de bénéfices. Si elle reste en France, elle devra payer sur cette somme une taxe de 9 millions d'euros, presque un tiers. En plus, elle deviendra soumise à l'impôt sur la fortune, plus 120 000 d'ISF, et devra débourser 120 000 euros par an. Si je fais la somme, grosso modo, on aura 9 150 000 euros. Une très grosse somme, qui n'a rien à voir avec les impôts qu'elle paierait à Bruxelles. Si elle va en Belgique, il n'y aura pas de plus-value, elle sera taxée à 0%, et il n'y aura pas d'ISF, c'est-à-dire qu'elle paiera 0 euros. Plus de 9 millions d'euros d'économies. De quoi donner la bougeotte aux millionnaires français. Mais la contrepartie de ce cadeau fiscal, c'est qu'il faut vivre en Belgique, plus de la moitié du temps, 184 jours par an. Quitte à s'y ennuyer.
Elisabeth Lefebvre est la fondatrice d'un grand groupe de magazines français. Elle s'est installée en Belgique pour raisons fiscales, il y a 2 ans, juste avant de vendre sa société. Depuis, Paris lui manque. Souvent, elle se promène sur l'avenue chic de Bruxelles. C'est là où les femmes un peu élégantes, bruxelloises et étrangères viennent faire du shopping. Et quand elle se rend chez le coiffeur, elle choisit le plus parisien des salons belges, Alexandre de Paris, tout droit importé de France. Bonjour mademoiselle, j'ai rendez-vous à 11h pour un brushing. Et les expatriés fiscaux, ce sont de gros consommateurs en Belgique. Ici, une cliente sur 3 est française. Premier prix pour un brushing, 80 €. Elisabeth organise ce soir un dîner. Elle tient à être impeccable, de la tête jusqu'au bout des ongles. Ça m'a l'air pas mal. Oui. C'est un peu de baume au cœur pour notre exilé, parfois nostalgique de ses anciennes habitudes parisiennes. Parfois, la France me manque un peu, oui. Les journaux. Non, ce qui me manque le plus, vous savez, vous allez rire, mais c'est le petit noir sur le zinc. Ici, il n'y a pas un seul endroit. Je trouve qu'en France, dès qu'on s'arrête, on a un petit peu de temps. Tiens, je vais aller me prendre un petit café sur le zinc. Et la bonne petite baguette. Oui, alors la baguette. Ça, c'est vrai. La vie n'est pas toujours facile quand on est expatrié en Belgique. Au revoir. Pourtant, Elisabeth n'a pas l'intention de quitter le plat pays. Bonjour. Et c'est plus fort qu'elle. Cette ancienne patronne de presse, il a même créé un nouveau magazine, toujours en collaboration avec son mari. Salut tout le monde, tout a été corrigé. Un mensuel pour les Français qui, comme eux, sont riches et expatriés à Bruxelles pour leur apprendre à s'intégrer. Il y a même un dictionnaire franco-belge, voilà, do you speak belge, où il décode les expressions locales. Ah, ma charrette, on a repris ma charrette, très bien. Ouais. Une charrette est une carriole tirée par des chevaux. En Belgique, la charrette désigne aussi notre caddie. Il y en a des très marrants. Une sorte de kit de survie en milieu hostile pour des Français qui n'avaient pas mesuré à quel point ils seraient loin de la vie parisienne. Quand ils arrivent, ils s'imaginent que tout ça est très facile, que en fait, la Belgique est un département français. Ils pensent ça, les Français, quand ils arrivent. Vous savez, on est toujours très conquérants, sûrs de nous, un peu odieux pour les gens chez qui on vient, d'ailleurs. Et puis, en fait, ils s'aperçoivent vite qu'ils ne sont pas chez eux. Aujourd'hui, bon gré mal gré, les Lefebvre s'habituent à la vie bruxelloise. Il faut dire qu'en emménageant ici, ils ont eux aussi économisé plusieurs millions d'euros d'impôts en toute légalité. En s'installant en Belgique au moment de la vente de leur entreprise, ils ont échappé à la taxe sur les plus-values, sans aucune culpabilité. J'ai payé de l'impôt sur le revenu, des taxes d'habitation, de l'ISF, enfin, tous les impôts qu'on est susceptible de payer pendant toute ma vie. On a beaucoup contribué. C'est-à-dire que s'il fallait faire un jour la balance entre ce que notre présence en France a rapporté à l'État et ce que ça lui a éventuellement coûté à l'occasion de notre départ, c'est sans commune mesure. Je veux dire, c'est du simple probablement au centuple. Il n'y a pas de problème de conscience en disant je suis moins solidaire de mes concitoyens ? Je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais vous me posez la question, il faut bien que j'y réfléchisse. Je ne l'ai jamais vraiment ressenti comme ça. Grâce à leur franc-parler, Alain Lefebvre et sa femme sont devenus un couple incontournable dans la communauté française. Ce soir, donc, ils reçoivent verre en cristal, bouteille de Bordeaux et blanquette de veau que Paola, l'employée de maison, mitonne depuis 3 heures pour des invités 100% français. Et il y a du beau monde, hommes d'affaires à la retraite ou jeunes entrepreneurs, en passant par des cadres de multinationales. À Bruxelles, quand on est français, il est beaucoup plus facile qu'à Paris de se faire un large réseau. C'est des gens qui ne se connaissent pas forcément entre eux, mais qui sont contents. Chantal a rencontré une propriétaire qui habitait la maison d'en face, qui faisait des travaux. Les invités de ce soir ne sont pas tous des exilés fiscaux. Si vous n'êtes pas contre, on va passer à table, je crois. Voilà. Mais selon les spécialistes, plus d'1 Français sur 10 est ici pour payer moins d'impôts. Les convives minimisent le phénomène avec des chiffres plus fantaisistes. Les Français qui sont venus s'installer pour des raisons fiscales en Belgique, c'est 0,1% de la population française en Belgique. C'est rien du tout. Mais c'est tout ce que voit la France. Il y a pourtant une blague qui les fait tous sourire. C'est la définition en Belgique d'un SDF. SDF ici veut dire sans difficulté financière, qui est assez atroce.
Mais c'est l'humour, c'est de l'humour belge. Et des SDF, il y en aurait de plus en plus. Du bout des lèvres, certains invités accusent la France de chasser les plus riches à force de leur faire payer trop d'impôts. À vouloir sanctionner les gens qui ont réussi, qui ont gagné de l'argent ou qui ont de l'argent et qui partent pour ce motif, évidemment, elle perd des entrepreneurs, elle perd sa richesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est indéniable, que ça se passe en Belgique ou ailleurs. On peut être critique à l'égard de la France, tout en respectant la loi. Autour de cette table, conformément à la règle fiscale, tout le monde passe au moins la moitié de son temps en Belgique. Et, autre condition indispensable, tout le monde y est venu avec sa famille. Mais certains Français fraudent, comme l'homme que nous allons rencontrer. Il profite des avantages fiscaux de la Belgique en ayant laissé femmes et enfants en France, en utilisant une combine inattendue. À Paris, il nous donne rendez-vous dans le bar d'un grand hôtel. Vous ne verrez rien de son visage. Il risque plusieurs millions d'euros de redressement fiscal et même 5 ans de prison. Il y a 10 ans, quand sa femme refuse de le suivre à Bruxelles, il prend une décision radicale. Tout en restant en couple avec elle, il divorce. Vous, que je comprenne bien, vous avez divorcé pour des raisons fiscales. On peut le dire comme ça, hélas, oui. Moi, je suis 5 jours par semaine au minimum à Bruxelles. Je rentre le week-end à Boulogne chez mon épouse. Mais si je n'avais pas pris, par exemple, l'initiative d'un divorce, je prenais tous les risques de la contestation d'une résidence fiscale à l'étranger. Comment l'a pris votre femme? J'ai eu du mal à lui vendre l'idée. Et puis voilà, on est allé jusqu'au bout. Et ça vous a permis d'économiser beaucoup d'argent, ce divorce? Eh bien, disons 300 plus 1,5, ça fait 1,8. Sur 10 ans, ça fait 18 millions d'euros. Et vous n'avez pas eu un pincement au cœur de devoir sacrifier votre mariage pour de l'argent? Je l'ai sacrifié dans les livres. Mon environnement familial n'est même pas informé. Je n'ai rien dit. Donc vos parents pensent que vous êtes encore marié? Absolument. L'ensemble des gens de ma famille pensent que je suis marié. Vous êtes amoureux de votre femme? Bien sûr. J'espère qu'elle est de moi. Et là, vous avez trouvé la méthode infaillible? Vous pensez que là, l'administration fiscale ne peut pas attaquer ça? Non, ça me paraît assez bétonné, en tout cas, jusqu'à présent. Et vous pensez que vous êtes le seul à connaître ce mécanisme? Je ne crois pas. Vous avez des personnes autour de vous, vous savez que... J'en connais quelques-uns à Bruxelles qui sont dans le même cas, oui. Il y en a à Londres, il y en a à Rome, il y en a ailleurs, oui. Qu'elles mentent sur leur lieu de résidence ou sur leur divorce, au moins une centaine de grosses fortunes échappent ainsi au fisc. Le ministère des Finances a-t-il les moyens de lutter contre cette fraude? À plusieurs reprises, nous l'avons sollicité à ce sujet. Personne n'a voulu nous répondre, officiellement, par manque de temps. C'est dire à quel point le service est débordé. Pendant ce temps, les riches continuent de quitter le pays, vers un paradis encore plus avantageux que la Belgique. À 10 000 km de la France, en plein cœur de l'océan Indien, l'île Maurice. Un rêve pour Parisiens enrhumés. Soleil toute l'année, eau à 28 degrés. Cette ancienne colonie française où l'on parle notre langue, c'est un paradis pour touristes qui est en train de devenir un paradis fiscal. Pour accueillir ces nouveaux expatriés, tout a été prévu. Sur des rivages paradisiaques, on leur construit des lotissements ultra luxueux. Déjà près de 2000 villas. Elles coûtent au minimum 730 000 € et les Français qui y vivent au moins 6 mois par an ne paient presque plus d'impôts. Wen, tu peux venir cueillir la papaye, là, s'il te plaît? Et voici justement une propriétaire d'une de ces villas de luxe. Bon, Wen, tu viens, s'il te plaît? Oui, madame. Je sais pas si tu vas arriver, hein, elle est haute. Hein. Ça, madame? Oui, la jaune, là, derrière. Du personnel de maison à son service, de quoi combler cette retraitée de 62 ans. Fais attention, tu tombes pas, hein. Tatoune, c'est son petit nom, s'est installée il y a 4 ans, entre autres pour raisons fiscales, dans un de ces lotissements pour millionnaires. Et elle n'y voit que des avantages. Ça, c'est un fruit que vous mangez? Ah oui, tous les matins au petit déjeuner. À sa disposition, 24 heures sur 24, un couple de domestiques. Wen et sa femme habitent à la maison. On a construit une petite maison et ils habitent là.
Gwen s'occupe de tout ce qui est gros travaux à la maison, le ménage du salon et de la terrasse. Et Kathleen s'occupe des chambres et du repassage et de la cuisine. Libérée des contraintes du quotidien, reste à trouver comment occuper ses journées. Bon, Henri, on va au golf? Le couple habite une maison de 500 mètres carrés, estimée à 4 millions d'euros. Et dans le garage, il n'y a ni Porsche ni Ferrari, mais une voiture de golf. Henri, le mari, est lui aussi à la retraite, après avoir gagné beaucoup d'argent en vendant son cabinet d'expert comptable. Pour le couple, ce sont des grandes vacances qui ne finissent jamais. Et pour leur loisir, ils n'ont même pas besoin de sortir du lotissement. Pour avoir le 7, tu passes par là, chérie. Tu passes par la route pour aller au 96. Un golf privé a été aménagé au beau milieu des villas. Good shot. Attends, je refais. Je refais parce que je suis désolée, la pente, elle est bien où j'avais vu. Hein. À raison d'une vingtaine d'heures de pratique par semaine, Tatoune a tout le temps pour améliorer son niveau. Tu as raison, mais tu en avais mis de trop. Et là, j'en ai... Ouais. T'en as mis de trop encore. Allez, c'est bon. Vous vous ennuyez jamais? À Maurice? Oui. Ah non, jamais. Jamais. Jamais, jamais. Jamais. Vous arrivez à occuper vos journées? Complètement. Travail. On fait du sport, on se lève en faisant de la Beaucoup de sport. marche. Qu'est-ce qu'on fait? Lecture. De la lecture. Moi, je peins, bricole, jardinage. Moi, je cuisine, jardinage. Et tout ça, vous n'auriez pas pu le faire en France? Si, tout ça, oui, sûrement. Mais avec quelques vêtements supplémentaires sur le dos. Quelques vêtements supplémentaires et beaucoup d'impôts en plus. Les Français sont peu bavards sur le sujet. Ils refusent de parler chiffres. Mais depuis qu'ils sont sur l'île Maurice, ils ne payent plus du tout d'impôts sur les revenus du capital. Ici, cette taxe, comme beaucoup d'autres, n'existe pas. Au niveau des taxes d'habitation, taxes foncières, tout ça qui n'existe pas, et évidemment ici, l'ISF qui n'existe pas, donc il y a des petits aménagements qui rendent la vie un peu plus agréable sur ce plan quand même. C'est une petite cerise sur le gâteau. Petite cerise, oui. Une cerise sur le gâteau qui incite les Français à s'installer ici, et pas seulement pour y prendre leur retraite. L'île Maurice est aussi devenue le paradis des investisseurs. Thomas est arrivé ici il y a 5 ans pour créer des centres d'appels téléphoniques. Il fait partie des premiers à avoir bénéficié sur l'île d'une fiscalité allégée. Il est 10h, il est sur la route du bureau. Allô? Salut l'artiste, Vincent à Paris. Vincent, salut mon ami, ça va vieux? Je te réveille? Attends, dis pas ça! Dis pas ça, c'est... En plus, je suis filmé et enregistré, alors si tu dis que tu me réveilles, les gens ils vont pas croire que je travaille. Vous savez maintenant que dans le monde, il y a des Français qui rigolent en allant travailler. Regarde là, on est dans les bouchons, on va arriver, on va mettre 3 quarts d'heure pour aller au bureau, mais c'est pas grave, hein. Ça change rien. Pas besoin de stresser, de s'énerver, c'est tout. On peut rien y faire, donc tranquille. À le voir si détendu, on l'imagine mal PDG d'une entreprise évaluée à 10 millions d'euros. Et c'est ici qu'il a implanté sa société, dans ce qu'on appelle la cybercité. Pour son centre d'appel, Thomas, à lui seul, a recruté 500 Mauriciens. Donc voilà, c'est ça. Un écran, une personne au téléphone qui est en train de vous appeler en France. Là, il est midi à Maurice, donc 9h chez vous. Ça commence, c'est parti. Allez les gars, encore 4 rendez-vous avant la pause. L'année dernière, l'entreprise de Thomas a réalisé un bénéfice record grâce à une main-d'œuvre 3 fois moins chère qu'en France. Je sais pas, avec M. Pierrot, s'il vous plaît. Hier, on a fait 105%, je crois. On est à peu près bon. Oui. Et sur ses bénéfices, jackpot. L'île Maurice lui offre une fiscalité imbattable. On paye 0. Vous payez 0%. 0. Donc là, tous les bénéfices que vous avez... Oui, sont nets d'impôts. Net d'impôts et net de dividendes. On ne paye pas non plus d'impôts sur les dividendes. Ça, vous trouvez ça normal? Voilà. Normal, non, il faut de l'impôt. C'est marrant que je vous dise ça. Il faut de l'impôt, parce que si vous voulez faire... payez pas? Bah non, parce qu'on nous a donné cette possibilité. J'allais pas dire, ah bah non, je préfère vous donner de l'argent. Je laisse travailler. Aujourd'hui, grâce à sa société, Thomas est multimillionnaire.
il profite de son succès dans sa villa de bord de mer, en famille, avec ses filles et sa femme. Et quand on lui parle de revenir à Paris, le bouclier fiscal n'y change rien. Il paierait encore trop d'impôts à son goût. Aujourd'hui, vous me dites, vous avez le choix. Non, je rentre pas, j'ai pas envie de rentrer. Ça, c'est certain. Revenir de temps en temps à Paris, au sport d'hiver, Méditerranée, parce que c'est un magnifique pays, c'est génial. Bon, mais de là à revenir pour être uniquement taxé ou être jugé en étant un profiteur de je ne sais quoi, non. L'île Maurice, la Belgique ou d'autres paradis encore, chaque année, l'exil fiscal fait perdre 7 milliards d'euros à l'économie française. Derrière ce portail entrouvert, la villa la plus chère du monde. 496 millions d'euros, soit 40 000 années de SMIC. Alors, on aimerait la visiter. Nervosité chez la cinquantaine d'employés qui, à temps plein, est chargé de s'occuper de la villa. C'est possible de rencontrer la propriétaire? Non, impossible. Désolé, mais vous feriez mieux de partir. L'affaire immobilière du siècle ne se visite pas. Alors, pour découvrir cette villa, il faut se rendre sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Nice. Voici la Léopolda. 8 hectares de parc, 3000 m² habitables, une cinquantaine de pièces. Une villa construite par le roi des Belges en 1902. Dans les années 50, elle a aussi appartenu à l'ancien patron de la Fiat, l'italien Agnelli. Aujourd'hui, c'est la veuve d'un milliardaire libanais qui depuis 20 ans la possède. Elle y vit cloîtrée. C'est elle, Lily Safra, à la tête d'une fortune estimée à 4 milliards d'euros. Elle est en passe de réaliser cette vente record auprès d'un acheteur anonyme, jusqu'à ce qu'un journaliste révèle l'affaire, il y a 15 jours. Pour lui, l'acquéreur est un milliardaire russe. Le racheteur, c'est le roi du nickel, le tsar du nickel russe, comme on l'a appelé, qui s'appelle Mikhail Prokhorov, je ne suis pas sûr que mon accent russe soit bon, et qui avait défrayé la chronique judiciaire malgré lui au mois de janvier 2007 à Courchevel en étant arrêté par la PJ, des enquêteurs d'Interpol, dans une histoire présumée de prostitution. Mikhail Prokhorov, 43 ans, 24e fortune mondiale, 14 milliards d'euros. Le milliardaire russe a en effet été arrêté l'année dernière à Courchevel. Des soupçons dans une affaire de prostitution. Mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Il quitte la France innocent, mais très mécontent. Depuis, le grand milliardaire, il mesure plus de 2 mètres et chose du 49, n'a plus remis les pieds à Courchevel. Aujourd'hui, Prokhorov cherche un pied-à-terre sur la Côte d'Azur, où il a déjà ses habitudes. Il aime danser ici, à Cannes. Christophe est le patron du Baoli. À chacun de ses séjours français, le milliardaire russe y réserve une table pour lui et ses nombreux amis. C'est quelqu'un qui vient souvent, très gentil, sportif, ne boit pas d'alcool, très poli, enfin magnifique. Hein. Il y a quelqu'un qui vient, qui organise pour lui, qui nous dit voilà, il veut cette table-là, il va arriver à telle heure, il va partir à telle heure, voilà. Combien il est prêt à laisser là en une soirée pour faire plaisir à ses amis? 30 000 euros, 40 000 euros, sans problème. 40 000 euros la soirée. Il faut dire qu'ici, ça va vite. Ce soir-là, sous nos yeux, cette bouteille, un Mathusalem, soit 6 litres de champagne, est achetée 10 000 euros. Dans le carré VIP, Prokhorov n'est pas là. C'est le danseur en chemise rose qui tient la vedette. C'est lui qui paye. Il s'appelle Ben Shirazi. Il vend des hélicoptères et des jets privés. Il est iranien.
Et toutes celles qui l'entourent sont russes. Quand Mikhail Prokhorov a commencé à chercher une propriété sur la Côte d'Azur, il y a 1 an, c'est Sylvain Bauchuet qui a assuré une partie des visites guidées. Un agent immobilier héliporté. Son agence, numéro 1 dans l'immobilier de luxe, a déjà vendu la Léopolda à 4 reprises. Et puis alors, en glissant sur la droite, vous allez apercevoir, accroché à la colline, la Léopolda. Et cette immense propriété avec la façade jaune, 7 hectares de parc, 3000 mètres de bâti. C'est incontestablement un des joyaux de la Côte d'Azur. Un joyau qu'on ne survole pas. La villa est située dans le couloir aérien de l'aéroport de Nice. Sylvain refuse de nous dire si cette fois-ci il est impliqué dans la vente de la Léopolda. Par contre, il sait pourquoi le prix a atteint 496 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Qu'est-ce qui a fait flamber le prix de cette villa? Quand vous avez quelqu'un qui possède quelque chose et qui n'a pas envie de s'en séparer, eh bien, celui qui veut la convaincre, il faut qu'il y mette le prix. Il y a eu d'autres propositions faites à Madame Safra pour cette maison? Il y a eu d'autres propositions par le passé, mais à des chiffres plus raisonnables. 200, 300 millions d'euros. Toutes les propositions ont échoué pour la Léopolda. Les milliardaires ont en fait joué aux enchères entre voisins. Là, on arrive sur le cap d'Antibes, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la baie des milliardaires, qu'on appelait d'ailleurs dans les années 50 la baie des millionnaires. Évidemment, les choses évoluent. Sur le cap d'Antibes, ils habitent tous là. Le plus célèbre des milliardaires russes, Roman Abramovich, propriétaire du club de foot londonien de Chelsea, possède ici le château de la Croé. Pour la Léopolda, il aurait proposé 200 millions d'euros. Pas assez pour convaincre Lily Safra. Alors, Abramovich doit se contenter de cette propriété, une réplique de la Maison Blanche. C'est incontestablement une propriété majeure sur le cap d'Antibes. Estimé à combien, on sait? On va être dans des chiffres aujourd'hui forcément autour de 200 millions d'euros, peut-être même plus. Si on fait référence à ce qui se passe autour de la Léopolda. La Léopolda fait flamber les prix de l'immobilier de luxe. Exemple avec le voisin de Roman Abramovich, un milliardaire italien. Il a accepté que nous atterrissions chez lui et que nous visitions l'extérieur de sa maison. Lui est sur son yacht, pas très loin. Il ne souhaite pas apparaître ni que son nom soit cité. C'est le régisseur de la villa qui nous reçoit. Le jardin, c'est exceptionnel. C'est à chaque fois, vraiment, avec la mer, pied dans l'eau, c'est magique. Hein. Moi, je comprends que le propriétaire, il n'ait pas envie de s'en séparer. Hein. Comme pour la Léopolda, ici aussi, le propriétaire reçoit de nombreuses propositions de milliardaires russes. Mais il résiste, pour l'instant. 7 hectares de terrain, 1000 mètres carrés habitables. La propriété est estimée aujourd'hui à plus de 100 millions d'euros. Il y a 2 piscines, hein, c'est ça, Pascal? 2 piscines. 2 piscines à l'eau de mer, avec un système de chlorination, donc aucun produit nocif, tout est naturel. Elle peut être chauffée jusqu'à 30 degrés, et elle fait 5 par 25, donc une dizaine de longueurs tous les matins pour garder la forme. Et voici l'autre piscine pour les enfants et les réceptions. Mick Jagger, Penelope Cruz, Elizabeth Taylor ou encore Michael Douglas se sont baignés ici. C'est l'une des dernières villas qui, à cet endroit, le bout du cap d'Antibes, n'appartient pas encore à un Russe. Pour combien de temps? Car la majorité des clients de Sylvain arrivent de Moscou. Celui-là, Vassili, n'a que 32 ans. Il vient de faire fortune dans l'immobilier en Russie. Il cherche aujourd'hui une villa. Il peut dépenser entre 10 et 20 millions d'euros. Les Russes ne viennent pas sur la côte par hasard. La plupart des endroits dans le monde où un tourisme de luxe s'est développé comme ici, ce sont des endroits sûrs. Ici, on sait où on met notre argent. En revanche, en Russie, il peut y avoir des problèmes un jour. Tandis qu'ici, les investissements auront toujours de la valeur. Avant, c'était les cheikhs arabes qui achetaient sur la côte. Maintenant, ce sont les Russes.
Première visite sur les hauteurs de Cannes, dans le quartier chic de la California. Là, vous avez l'entrée. 2000 m² de terrain, 300 m² habitables refaits à neuf. Prix annoncé, 13 millions d'euros. Là, vous avez une très jolie terrasse. Il y a 6 chambres et que 4 chaises. Investir sur la Côte d'Azur pour ces jeunes nouveaux riches russes, c'est rejoindre le club des aînés, Abramovitch, Potanine et Prokhorov. Tous quarantenaires, tous milliardaires, tous proches de Vladimir Poutine. 500 millions d'euros pour la Léopolda, vous pensez pas que c'est un peu trop ? C'est difficile de répondre à ça. Ça dépend des paramètres. Si vous me dites 500 millions d'euros pour le château du prince Régnier à Monaco, je vous dirais que c'est pas cher. Concernant la Léopolda, c'est difficile de connaître les dessous. Ce que je sais, c'est que Prokhorov, c'est un homme d'affaires malin. Je pense qu'il a bien réfléchi et qu'il ne perdra pas d'argent dans cette affaire. En s'intéressant à la Léopolda, Mikhail Prokhorov, comme les aristocrates russes de la Côte d'Azur au XIXe siècle, veut marquer l'histoire en s'offrant un palais, le plus beau de tous. La Léopolda, Billy Allary la connaît bien. Il en a été le maître d'hôtel pendant 20 ans. Là, c'est mon nouveau royaume, ça. Avant, c'était la Léopolda, maintenant c'est ici. Voilà. Et c'est pas mal non plus. Hein. À la Léopolda, il y croisait fréquemment Chagall, Grégory Peck ou la princesse Grace. Il bichonnait des Picasso, des Renoir pour son patron de l'époque, le colonel Paul, un Américain, un marchand d'art. Là, c'était le salon du colonel à l'étage. Là, c'était l'identique des deux côtés. C'est une villa exceptionnelle. C'est vrai? Pourquoi? On ne peut pas expliquer ça. Il faut le vivre. C'est difficile à expliquer. Partout, quand on regarde, il y a quelque chose d'intéressant à voir. L'exposition, la rade de Villefranche, la rade de Saint-Jean. Moi, avec les jumelles, j'observais la mer d'ici, je surveillais mes enfants qui faisaient du voilier. C'était le paradis pour moi. 20 ans que Billy n'a pas mis les pieds dans la Léopolda. Aujourd'hui, il n'a qu'un rêve, y retourner pour une simple visite. C'est ce qu'il demandera au nouveau propriétaire. À Villefranche-sur-Mer, juste au-dessus de la villa, l'adjointe au maire s'impatiente. La vente n'a toujours pas été officialisée. C'est le cours de tennis, là? Je pense. Je pense qu'on est encore dans le parc. Mais comme je n'en connais pas toutes les limites... Une transaction entre milliardaires, pour la mairie, c'est toujours bon pour les finances. Cette transaction éventuelle serait effectivement une aubaine, puisque la mairie toucherait des droits de mutation, dont le taux s'élève à 1,41% du montant de la vente. Ça fait donc... Suivant le prix de la transaction, d'après ce que les journaux nous ont indiqué, cela ferait dans les 5 millions. Donc cette manne financière éventuelle nous permettrait de bâtir entre 25 et 30 logements sociaux. On attend toujours les logements sociaux, car Mikhail Prokhorov n'a pas officialisé la transaction. D'après nos informations, le milliardaire serait venu dans la région lundi dernier. La vente devrait être signée dans quelques jours, mais avant de conclure l'affaire, il souhaite obtenir des excuses officielles de la justice française pour son arrestation à Courchevel. La démesure, toujours. Pour Alexandra Pasquale, une Française agent immobilier à Ibiza, les affaires reprennent dès le mois de mai. Allô, allô Claire, comment vas-tu? On arrive là, on est dans quelques minutes, on arrive à la villa. Ok? À tout de suite. Ce matin, elle a rendez-vous à la villa Centeleo avec un couple d'Allemands. Laura et Mickey cherchent une maison à louer pour la semaine prochaine. C'est la gouvernante Claire, une Française, qui les accueille. Je te présente Mickey, Laura. Enchanté. Merci beaucoup. Mickey a fait fortune dans les logiciels pour lunettes virtuelles. Son critère numéro 1, c'est la vue. Wow. Fantastique. Close to your favorite place, Mickey. Exactement. Une villa
de 800 mètres carrés habitables, avec piscine de 17 mètres, salle de gym, 7 suites, dont certaines avec terrasse, et baignoire avec vue. Et surtout, aucun vis-à-vis. Le must à Ibiza. Pourquoi une si grande maison? On va être un groupe de 9 ou 10. Certains vont venir avec des enfants. C'est pour cela qu'on a besoin d'une aussi grande maison. Ici, chacun peut avoir son intimité. Voilà pourquoi on a choisi cette maison pour cette année. Merci beaucoup. Vous avez parlé du prix? We did, yeah, we did a little bit. I had a range of price to play with, and yes, of course, it would be, yeah. On a bien négocié. Et Alex nous a obtenu un très bon prix. Un prix raisonnable. Un prix raisonnable pour cette splendide villa, c'est 50 000 € la semaine. En juillet-août, comptez 20 000 de plus. Si certains sont prêts à dépenser des fortunes pour passer une semaine à Ibiza, ce n'est pas seulement pour ces eaux turquoises ou ces couchers de soleil à couper le souffle. C'est aussi pour ces nuits. Tout l'été, la crème des DJ mondiaux enflamme les dance floors, où se pressent jusqu'à 12 000 personnes. Particularité de l'île, pas besoin d'attendre le mois de juillet pour que la fête commence. Dans ce club de vacances, il y en a deux qui ne sont pas venus pour faire la sieste. Jérôme, 24 ans, et Jean-Paul alias JP, 23 ans, sont tous les deux normands. Commercial en produits agricoles, Jérôme a été sacré meilleur vendeur de l'année. Pour le récompenser, son patron lui a offert un séjour pour deux à Ibiza d'une valeur de 1 100 €. Bon voilà, ça y est, on peut commencer, ça part. Jérôme a emmené dans ses bagages son copain JP, mécanicien. C'est l'après-midi qu'on fait les activités. Matin, on récupère. C'est leur première fois à Ibiza. Ils se sont loués des quads, 40 € par jour, pour sillonner cette île longue de 45 km et en découvrir tous les plaisirs. Eh, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie la paille. Non mais, maintenant il n'y a plus qu'à trouver des gonzesses. Pendant leur semaine, les deux Normands comptent profiter de la plage et du soleil, faire des rencontres. Là, c'est un peu plus jeune que où qu'on était. Là, ça rigole pas. Mais surtout, découvrir les boîtes de nuit de l'île. À peine ont-ils mis les pieds dans le sable qu'on leur propose déjà des tickets de réduction pour une soirée. Ce soir, c'est la soirée d'ouverture. Okay. Ouais, vous en voulez? Pour vos amis, peut-être? Ah, okay. Vous voulez quoi exactement? Vous parlez français? Non. Non, anglais. How many match? How many match? 35 € avant 1 h du matin. 35 € et après c'est 50 €. Et 15? Non, 50. Bye. See you. Entre les clubs, ça ne rigole pas. C'est à celui qui arrivera à rameuter le plus de monde. Sur l'île, dès le mois de mai, pas moins d'une cinquantaine de bars ou de boîtes se disputent la clientèle. On a des soirées à faire, n'empêche que tu vois tout ça à faire. Ça fait quelques 2, boîtes. 3, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce soir, il y a l'Ushuaïa, c'est en face du High. Après, il y a la première de Haro, une soirée très chouette à l'Amnésia. Ça coûte 60 €. Et puis, il y a le Pacha, c'est le symbole d'Ibiza. En tout, ça fait 12 soirées. Ah bon, on peut pas faire toutes les soirées en un soir. Hein. Une semaine, ça va pas suffire. Même en une semaine, là.
Alors que Jérôme et JP ne savent pas où donner de la tête, un des plus célèbres DJ français débarque sur l'île. Après 25 ans de carrière et 3 millions d'albums au compteur, Christophe Le Friand, alias Bob Sinclair, revient tous les étés à Ibiza. T'as pas de passe, toi, t'es à la rue. Il arrive de Monaco, où il a mixé toute la nuit. Avec dans ses valises, ou plutôt dans son ordinateur, son dernier titre qu'il compte tester en public pour la première fois. En fait, le morceau s'appelle I Believe. Hein, et j'ai une version un petit peu plus brésilienne, je dirais, bossa nova, comme ça. Et attention, c'est une exclusivité mondiale. Hein. Pour celui qui a mixé sur les platines du monde entier, Ibiza reste l'endroit qui peut lancer un tube pour l'été. Voilà, c'est vraiment les... Et t'imagines la big room, tu vois, et les gens, les bras en l'air, sont comme ça. C'est très, très, très Ibiza. Ibiza, l'ouverture, c'est là, c'est un peu le jugement dernier. C'est là où tu vas tester le titre, et voilà. Parce que c'est un public de connaisseurs. Ils savent sur quoi danser, ils savent, et si tu sens l'énergie du dance floor, si cette énergie-là prend sur le titre, voilà, tu sens, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer l'été sur ta chanson. Pour être sûr de ne pas passer inaperçu, Bob Sinclair est venu accompagner 20 transformistes qu'il a fait venir à ses frais de France, d'Espagne ou du Portugal. Pour toutes et tous, 4 heures d'habillage ou de déshabillage et une illusion presque parfaite. Oh, ça c'est magnifique. Hein. Paris by Night. Oh bah là. J'ai même le col marin. Oh là là. On dirait Mireille d'Arc. Hein? Pour attirer les foules et se démarquer de la plupart des autres DJ, Bob Sinclair veut en mettre plein les oreilles, mais aussi plein les yeux. Le DJ tout seul, pour moi, c'est fini. Quand les gens payent jusqu'à 80 € l'entrée d'un club, je veux qu'ils arrivent à Paris by Night et qu'ils sortent de là en disant « Waouh, ça a été incroyable ». Parce que maintenant, ils arrivent, ils ont un DJ jouer souvent la tête dans les platines en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a joué de la musique, on a payé, on a bu un verre. » Non, je veux qu'il y ait quelque chose de différent. La petite troupe ne va rester à Ibiza que quelques heures. Mais Bob Sinclair ne se contente pas d'une simple apparition en boîte de nuit. Avant cela, il y a ce que les clubbeurs appellent le before, un échauffement de début de soirée dans un café sur la plage. Et comme prévu, regarde, je suis comme la reine d'Angleterre. Le groupe ne passe pas inaperçu. Oui, bah la reine mère, elle peut pas passer la seconde, là. Eh, la cava, avanti. Il est 21h. Le café est déjà bondé. Le DJ s'installe aux platines pour 1h30. Jérôme et JP ont finalement choisi de commencer leur soirée ici. Ils espèrent apercevoir leur idole. Mais elle est inaccessible, encerclée par sa garde rapprochée. Le spectacle laisse les deux Normands un peu dubitatifs. C'est déchanté là. On n'a pas ça en Normandie. C'est dans l'extrême. C'est dans l'extrême là. Hein. C'est dans l'extrême. Hein. Non mais moi là j'ose pas. Allez, non, je suis pas de ce bord là. On va boire, c'est là. Hein. Les deux compères préfèrent aller boire un verre. Avant de terminer son set, Bob Sinclair lance son nouveau titre, I Believe. Et visiblement, il est très content de lui.
Pas question d'aller se coucher. Il va falloir attendre 4 heures du matin pour le prochain set. À 49 ans, Bob Sinclair nous dévoile ce que serait le secret de son endurance. Un peu de fruits et tu tiens toute la nuit là. Non mais c'est une discipline. C'est une discipline de haut niveau. Les gens s'imaginent que on boit de l'alcool, je prends de la drogue, des choses comme ça, mais tu peux pas tenir si tu fais ces choses-là. Moi j'ai vu des DJ dans des états pas possibles. Mais moi ça fait 20 ans que je fais ça. Direction le Pacha Club, la plus ancienne discothèque d'Ibiza. Elle a ouvert en 1973, dans une simple ferme, en pleine période hippie. 40 ans plus tard, c'est devenu un empire, racheté en 2016 par un fonds d'investissement pour 350 millions d'euros. Allez. Hi, comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien? Bob Sinclair y joue depuis près de 20 ans. Pour moi, c'est le club le plus mythique, c'est le meilleur club d'Ibiza. Voilà, le plus sexy, le plus glamour, c'est extraordinaire. Par contre, là, il y a une nouvelle... Ce soir, il est un peu perdu. Par là maintenant? Ouais, mais... Ça vient de changer, en fait, ils viennent de refaire le Pacha cette année, ils ont fait des travaux de dingue. Avec sa soirée, il espère faire le plein et attirer 3000 personnes. Bob Sinclair a été programmé sur le meilleur créneau, 4h, 6h du matin. L'heure de pointe dans les clubs d'Ibiza. En arrivant à sa cabine, le DJ a une mauvaise surprise. Oui, je sais. Il n'y a pas de place prévue pour ces danseurs. Le nouveau décor cache le podium. La troupe de Bob Sinclair est reléguée derrière la licorne. Malgré tout, le spectacle commence. C'est parti pour 2 heures de mix, facturé selon nos estimations au minimum 15 000 €. La boîte de nuit se rattrape sur les entrées et les consommations. Au carré VIP, le ticket d'entrée est de 350 € minimum par personne. Pour les moins fortunés, comme Jérôme et JP, c'est 60 € l'entrée sans consommation. 6 fois plus cher qu'au Tempo, leur discothèque de Montchevrel dans l'Orne. Après ce grand bain dans la folie d'Ibiza, il leur reste 36 heures à passer sur l'île. Le temps d'enchaîner encore plusieurs fêtes. Car ici, dès la fin du mois de mai, on danse nuit et jour, dedans ou dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente. Meuf, tu penses que c'est gratuit? Bah oui, meuf. Mais non. Mais si. Claire et Marie, 2 étudiantes parisiennes, vont vivre une fête un peu particulière. Ça aurait été trop bien. Non mais t'inquiète, on pouvait pas savoir. Elles embarquent en plein après-midi sur un dance floor flottant. C'est ce qu'on appelle une boat party. Bienvenue. De rien. Oh, ça a l'air stylé. Oh, vraiment. Une fête à bord d'un bateau transformé en boîte de jour. Il y a un coin VIP. Il y a un coin VIP. Ah, énorme. Bar à volonté pour 70 € par tête. La croisière dure 5 heures au rythme de la musique électro. Ils ont vraiment super bien vendu du truc, ils vendent du rêve et ça on a adoré. Ouais. Vraiment, donc on attend de voir mais pour l'instant c'est des barres. Ouais, pour l'instant ouais. Pour encadrer la boat party, un capitaine, 4 marins, 5 serveurs, 3 DJ et 2 danseuses. Paola et Alessandra qui doivent se changer dans la cale. Comme c'est le début de la saison, cette étudiante italienne est encore en période d'essai.
C'est un jour très important pour moi. Je dois faire mes preuves. Je travaille en tant que danseuse et je dois bien danser. Aujourd'hui, c'est difficile avec la mer agitée. Alessandra doit assurer 4 passages de 15 minutes sur une petite estrade en équilibre plutôt précaire. La danseuse doit aussi savoir manier la mitraillette à champagne. C'est la champagne shower, la douche à champagne. Un passager n'en perd pas une goutte. Waylon Brooks, une star des réseaux sociaux aux États-Unis. Il filme tout et diffuse en direct sur Instagram. Il a été invité par les organisateurs pour faire parler de cette croisière inaugurale et attirer du monde pour le reste de la saison. Regarde, c'est ce que je viens de filmer. Je mets un filtre dessus et c'est posté dans le monde entier. J'ai plus de 100 000 personnes qui viennent sur ma page en moyenne toutes les semaines. Et ce sont des gens qui voyagent et qui viennent voir ce qui se passe à Ibiza, ce que j'y fais. La mer est de plus en plus agitée, avec une forte houle et des rafales de vent à plus de 40 km/h. Dans les boats de partie, plus dangereux que l'abus d'alcool, le mal de mer. Sur le pont inférieur, c'est un peu la cellule de crise. Marie, la copine de Claire, n'a profité que des 20 premières minutes de la fête. L'équipe distribue des pilules contre le mal de mer. Alessandra, la danseuse, vient d'en avaler une. Vous sentez bien ? Ici, en bas, c'est très confiné. En haut, c'est un peu mieux, parce qu'il y a un peu d'air. Et je ne peux pas danser si je vomis. Alessandra sauvera les apparences. Pour cette prestation, elle est payée 60 €. De retour à quai, c'est l'heure du verdict. Sera-t-elle rappelée pour d'autres croisières? Débriefing par Constantin, le patron allemand, lui aussi en petite tenue. Elle sait comment s'y prendre. Faut suivre la vague. La vague, oui, il faut suivre la vague. On va tous en discuter et on va décider. Mais moi, je pense que c'était vraiment très bien. En dansant de club en club, elle espère gagner 3 à 4 000 € par mois. Alessandra est logée en périphérie de la ville, comme la plupart des saisonniers qui affluent par milliers dès le printemps. Ah, mais tu es là, toi? Ouais. Moi, je viens d'arriver. Je cherche des boulots de danseuse. Moi, je suis à San Antonio. Ok, on se verra plus tard à San Antonio. Salut. Elle habite un appartement avec 6 autres Italiens. Comme Martin, qui s'occupe de la maintenance de piscine. À Ibiza, on paye le lit et non la chambre. Pour 300 € par mois, Alessandra se retrouve donc avec une autre occupante, serveuse. J'ai eu la chance. Ça aurait pu facilement être 500 € le lit. La situation est complètement affolante ici pour se loger. C'est plus compliqué de trouver une chambre qu'un travail. L'Italienne compte rester jusque fin septembre, avant de rentrer finir son master en communication à Milan. D'autres finissent par faire leur vie ici. Comme Gilles Keogh, un Niçois de 44 ans. En cette fin mai, il s'apprête à lancer un restaurant sur l'île. Moi, je vais arriver là dans une demi-heure. On va faire une petite réunion en haut sur la terrasse avec les employés, ok?
pour bien expliquer la soirée. Gilles est tombé amoureux d'Ibiza en 1993 à l'âge de 19 ans. 3 ans plus tard, sans aucune expérience, il décide de monter un premier restaurant, l'Éléphant, qui très vite devient une adresse incontournable. Voilà un peu la clientèle de l'époque, clientèle française. Monsieur Yannick Noir, Jan Kruger, Etienne Dao, moi au milieu et Carl Cox, plus grand des jockeys du monde. Mais aussi une certaine Paris Hilton, qui débarque un soir de 2006 avec 250 de ses amis. Elle est restée toute la soirée, hein. Ça a commencé à 22h et elle est partie à 3h du matin. Alors qu'en général, avec une star de cette ampleur, on peut quand même s'attendre à ce qu'elle vienne 15 minutes, qu'elle se fasse photographier et qu'elle parte. C'est vrai que ça a fait un gros bond pour le restaurant. Une publicité qui attire dans les semaines suivantes les fortunes du monde entier. Comme cet émir et ses dames de compagnie. Apparemment déshydratés, ils commanderont plus de 35 bouteilles du meilleur champagne. Ça, c'était une édition à combien? 44 000 euros, 44 158 euros. En 2009, Gilles décide de passer la main et rentre à Nice. Mais l'appel d'Ibiza est trop fort. Alors cette année, il s'est réinstallé sur l'île pour relancer son restaurant. Afin de remplir la salle, il s'est offert des encarts publicitaires dans la presse locale, mais Gilles compte surtout sur ses anciens clients. Bonsoir Gigi, ça va? Ça va, monsieur Enzo? Si tu vas venir à mi fiesta esta noche. Oui, c'est toujours à la même adresse? C'est à quelle heure? Ivo, yo estoy subiendo ahora a las 10:30, a las 10:30. Super, salut. Ciao, ciao. Difficulté supplémentaire pour le Niçois. Son restaurant est situé loin des plages, au milieu de l'île, dans un village de 2000 habitants. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ça va. Ça va? Ça va bien. Tu parles français? Tu parles français un petit peu? C'est bien. Pour la réouverture, il a embauché à tour de bras et dépensé 300 000 euros en travaux. Vous avez essayé les lumières de toutes les lampes, là? Qu'on n'ait pas une mauvaise surprise dans 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, pas d'ampoule et une cassée là-bas. C'est pas les choses qui me font rire, moi. Il veut se positionner sur le haut de gamme. Et pour cela, il a recruté le chef Pedro Montré, une pointure en Espagne. Comment ça va? Pedro a déjà cuisiné pour Hillary Clinton, Madonna ou Mick Jagger lorsqu'il officiait en Catalogne. Pour l'ouverture, il a concocté un menu unique à 65 € sans les vins, avec du foie gras qu'il accommode à toutes les sauces. Il y a un plat principal et une entrée, un thon mariné au foie gras. Non, t'inquiète pas, il regarde comment je prépare l'assiette. 22 h. Parmi les premiers clients, un fidèle de l'ancien restaurant de Gilles, Monsieur Juan, un architecte réputé qui a fait la décoration de la plupart des discothèques d'Ibiza. Il est venu en famille. Monsieur Juan laisse toujours des additions entre 1000 et 2000 euros. Et il commence tous ses dîners par un magnum de champagne. Je t'ai dit qu'on allait donner un magnum à Juan. Alors ne lui demande pas ce qu'il veut. 80 couverts pour ce premier soir, moins qu'espéré. Mais sur la terrasse, l'ambiance se réchauffe et le chiffre d'affaires grimpe. « 10 000 € en tout. C'est 3 fois moins qu'il y a 10 ans, mais Gilles veut rester positif. Il est évident que il va falloir travailler, mais c'est un bon résultat. Pour un samedi soir, une première nuit, c'est super, c'est extraordinaire. Il ne reste plus qu'à faire revenir Paris Hilton. Cela tombe bien, elle passe l'été à Ibiza, comme 4 millions de touristes chaque année. Voilà, là on a le Mont Blanc face à nous.
avec l'aiguille du midi juste en dessous. C'est une expérience rare, une vue unique. Le point culminant des Alpes n'est qu'à quelques mètres. Donc voilà, Louis, oui. La vue qu'on a, il part du Mont Blanc et va jusqu'au bout du massif. Vous voyez la cabane sur votre gauche. Contrairement aux apparences, Olivier Roche n'est pas guide de haute montagne. Il est agent immobilier spécialisé dans le luxe. Et c'est en hélicoptère qu'il emmène ses clients faire des visites. Okay. L'hiver ou l'été? Ouais, pour l'été. Aujourd'hui, il accueille un couple de millionnaires brésiliens. À 40 ans, Luis Matos Jr. a fait fortune grâce à son cabinet d'avocats, un des plus gros de Rio. Il possède déjà 3 villas au Brésil, un pied-à-terre à New York. Et désormais, il veut acheter ici, dans cette région des Alpes, où les prix des chalets atteignent des sommets. Celui-ci, tout simple, 28 millions d'euros. Celui-là, caché dans les sapins, 100 millions d'euros. Faute de nouveaux terrains constructibles, les prix augmentent de 15% tous les ans, malgré la crise. Louis voudrait acheter à Courchevel, là où il passe habituellement ses vacances. Mais il n'y a pas de chalet à vendre en ce moment. Alors Olivier Roche va essayer de le convaincre d'acheter 80 km plus loin, à Megève. Montant de ce bien hors norme, 43 millions d'euros. Pour le prix, il y a même un deuxième chalet relié par un passage souterrain. Messieurs, dames. Le chalet appartient à un promoteur grenoblois. Voilà l'un des plus beaux chalets des Alpes. Même s'il est vendu meublé, il n'a jamais été habité. Salon. Superficie totale, 1700 mètres carrés. Une cuisine semi-professionnelle. Il y a de la place, hein? La cuisine est équipée et le personnel déjà recruté. Donc en général, on a un staff pour le chalet de 6 personnes, avec majordome, chef de cuisine, serveuse, femme de ménage. Louis et sa femme n'auront absolument plus rien à faire, à part peut-être s'amuser des gadgets de la maison, comme cette fenêtre transparente, ou opaque, selon ses désirs, ou encore la reconnaissance biométrique. C'est pour ouvrir la porte. Avec le doigt, avec la digitale, c'est ça. Au début, on pensait que c'était seulement un luxe. Mais maintenant, une fois que vous avez la technologie, c'est difficile de vivre sans la technologie. Des clients comme Louis considèrent ce luxe comme normal. Mais Olivier Roche insiste sur chaque détail. Ce nubuck, c'est Hermès. Oh. Même dans la salle de bain des enfants, il y a du marbre, le plus beau. Carrara italien, n'est-ce pas? Exactement. Ce sont des belles pièces parce que c'est... Et pour les loisirs, dans le chalet, il y a tout ce qu'il faut. Piscine à débordement, donc, voilà, vous rentrez salon de massage, avec musique, ou encore la salle de sport. Et la salle de gym en bas. Il nous reste la discothèque, le cinéma. Ouais. C'est où? C'est en bas? Et on a fait le tour. Effet de mise en scène, le gardien du chalet s'improvise DJ le temps de la visite. Et au fond de la pièce... Un petit cinéma. Ouais. Donc c'est le plus grand plasma qui existe sur le marché. C'est du matériel de professionnel. Il y en a pour combien? Au total, de domotique dans le chalet, il y a plus d'1 million d'euros. À coup de superlatifs, Olivier Roche est persuadé d'avoir convaincu les Brésiliens. Mais il a fait une erreur. Il a sous-estimé un de leurs critères, l'adresse. Le chalet est à Megève. Or, c'est à Courchevel que Luis Matos Jr. a l'habitude de passer ses vacances. La construction, la décoration ici, c'est incroyable. Mais Courchevel, c'est Courchevel. Courchevel est l'exception. Ouais. Olivier Roche est mal à l'aise. Il comprend qu'il ne vendra pas son chalet aux Brésiliens. Une déception, car les clients capables de débourser de telles sommes sont rares. Alors les agents immobiliers vont parfois les chercher dans des lieux inattendus. L'une des avenues les plus chics de la capitale, l'avenue Matignon. La maison de vente aux enchères Sotheby a convié le temps d'une soirée une poignée de privilégiés. Des collectionneurs d'art, parfois millionnaires. Au programme, champagne et exposition de livres précieux et d'antiquités asiatiques qui seront bientôt mis en vente.
Pour certaines pièces, l'enchère commence à 450 000 €. Mais Paolo Fernandez n'est pas venu ici pour l'amour de l'art. Bonjour. Il travaille pour le département immobilier de Sotheby. Il ne vend qu'une trentaine d'appartements par an, mais l'unité de base est le million d'euros. Le prochain milliard d'euros qui me tombe, je l'investis chez vous. Avec grand plaisir. Un marché très restreint. Alors Paolo a fait de ce type de soirée son terrain de chasse. Première étape, établir le contact avec de potentiels clients. Yeah, but I'm Sotheby's Realty. I'm Sotheby's Realty. Maybe I can help you. No. Okay, have a nice. Bye. Enjoy. Raté. Mais Paolo ne se décourage pas. Pour nouer une relation et faire une vente, il faut souvent plusieurs mois. Il a justement repéré un couple qu'il a déjà rencontré lors de précédentes soirées. Nos belles œuvres. Un gros poisson. L'homme, de dos avec la veste jaune, est grand patron dans l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez vous laisser séduire par quelques petites assiettes, à mon avis. Cela commence par un bavardage innocent autour de la collection. Mais très vite, et c'est ce qu'espérait Paolo, l'industriel lui parle d'un projet immobilier. Vous savez qu'on a une maison vers Pasteur. Oui. Et on voudrait finalement trouver la même chose vers le bois. D'accord, pas de problème. Ce soir, on n'était pas venu pour ça, mais on en profite tout à fait pour vous poser, vous soumettre la question. Si je trouve demain, je vous fais déménager dans 3 mois. C'est envisageable. Si vous trouvez demain, c'est envisageable. Oh, d'accord. Okay. Paolo bluffe. Pour l'instant, il n'a aucune maison en stock qui corresponde exactement à cette demande. En revanche, il a un très bel appartement qu'il essaye de vendre à Neuilly-sur-Seine. Oui, plutôt moderne, belle construction. Et il a peut-être trouvé un acheteur. À 39 ans, Pierre-Édouard de Souzy, un marchand d'art millionnaire, cherche un grand appartement avec terrasse. Mais il est un peu réticent à l'idée de s'installer en banlieue, aussi chic soit-elle. Sur Neuilly, je suis très exigeant. Ouais, je sais. Vous allez voir. Je vais faire quitter mon 8e arrondissement. Non, mais la terrasse vaut le détour. Ah ouais, voilà. La terrasse vaut... La terrasse, le jacuzzi... Très belle vue sur la côte. Paolo va finir par le convaincre. Demain matin, 10h, ça vous va? C'est ce qu'on avait dit. Bilan de la soirée, un rendez-vous pour une visite. Bonne soirée tout à l'heure. C'est peu, mais ce travail de réseau demande beaucoup de patience. Pierre-Édouard, je l'ai rencontré dans un club parisien et donc de fil en aiguille, on s'est revus ici, on s'est revus. On a tissé le lien, comme je disais tout à l'heure aussi avec les clients de tout à l'heure. Voilà, on crée le lien et un jour, au fait. Pour la visite, direction donc Neuilly-sur-Seine. À près de 9 000 € le mètre carré en moyenne, c'est la ville la plus chère de la banlieue parisienne. Pour des raisons de confidentialité, nous n'aurons pas le droit de filmer la façade de l'immeuble. L'accès se fait par un ascenseur privatif qui arrive directement dans le salon. Paolo va devoir convaincre le couple que l'appartement vaut le coup de quitter Paris. Oui, je vous avais pas menti. Premier point fort, la luminosité grâce à une immense verrière. Le couple aime recevoir, ça tombe bien. Le séjour fait à lui seul 100 mètres carrés. Il y a aussi livré avec l'appartement la table lumineuse d'un designer italien ou la télé qui pivote entre le salon et la chambre à coucher. Le tout pour 5 millions d'euros. S'il vend l'appartement, Paolo empochera une commission de plus de 200 000 €. Mais l'acheteur Pierre-Édouard de Souzy ne se laisse pas impressionner. Il pense déjà à la revente. Et à ce prix-là, ces gadgets ne font pas partie de ses priorités. C'est pas la qualité des travaux, c'est pas la décoration. Ça, je m'en fiche. Moi, mes critères, c'est tout ce qu'on ne peut pas bouger, tout ce qui est inamovible. L'emplacement. Alors, voilà, l'adresse, la qualité de l'immeuble, l'étage, la terrasse. Et c'est bien la carte que compte jouer Paolo, la terrasse. Au-dessus de l'appartement, elle domine toutes les constructions alentour. Alors, le fameux jacuzzi, je vous le montre quand même parce que c'est... Il a un peu gelé, il a été vidé, hein. Mais bon, vous voyez, il a vraiment une place pour 4-5 personnes. Ah ouais, ça a l'air assez récent. Ah oui, ça c'est tout neuf. Hein. Une terrasse de 250 mètres carrés, c'est le rêve de Pierre-Édouard de Souzy. Mais cela suffira-t-il à le décider de quitter Paris?
Ça, c'est un argument qui pourrait vous convaincre d'acheter cet appartement? Oui. Disons que c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est pourquoi on fait visiter cet appartement, c'est vraiment parce qu'il y a une grande terrasse, une vue dégagée. Ça fait vraiment partie de mes critères de recherche. Pourtant, finalement, Pierre-Édouard n'achètera pas l'appartement de Neuilly. Il ne veut pas quitter Paris, même s'il sait que le même type de bien lui coûterait au moins 8 millions d'euros dans la capitale. Arrivé à de tels prix, il n'y a quasiment plus de Français parmi les acheteurs. Ce sont les étrangers qui raflent tout. Pour les attirer et les séduire, certains agents immobiliers ont développé toute une technique. Ici, au Cap d'Antibes, sur la Côte d'Azur, les grandes propriétés peuvent coûter jusqu'à 100 millions d'euros. Pour toucher les nouveaux acheteurs venus des pays de l'Est, pas de vulgaires petites annonces, mais des articles dans la presse internationale. Sabine Weber est rédactrice dans un magazine destiné à la haute société. Directement sur la mer. Elle vient visiter cette maison, un des bijoux de la région où a séjourné l'écrivain Honoré de Balzac. Elle a été conviée par ses 2 agents immobiliers en charge de la vente. Bienvenue. Bonjour. Pendant 1 heure, elles vont lui vanter les mérites de cette villa. Elle a le privilège d'offrir un accès direct à la plage, avec une vue panoramique sur les remparts d'Antibes, le port d'Antibes, Nice. Piscine avec vue sur la mer, sauna flambant neuf, et pour chacune des 5 chambres, une salle de bain en marbre, entièrement rénovée. C'est vraiment une rénovation. Le minimum en termes de prestations pour ce type de villa, c'est d'avoir une salle de bain par chambre, ainsi qu'un dressing. Prix de cette villa, à l'emplacement exceptionnel, 20 millions d'euros. Et les responsables de l'agence espèrent bien trouver un acheteur parmi les lecteurs fortunés du journal de Sabine. C'est un journal en anglais, mais par exemple, vous avez les Russes, les Pays de l'Est, et le journal, et aussi les parutions en allemand. Vous payez pour cet article? Non, pas du tout. De la pub, gratuite, parfaitement maîtrisée. Information, mais aussi photos, tout est fourni et contrôlé par l'agence. Pour moi, c'est les photos là, parce que c'est vraiment au pied de l'eau, et peut-être le chambre de maître et la piscine. Parce que les points sur lesquels il est important d'insister, c'est d'une part sur le fait que la villa est située au Cap d'Antibes, qui est quand même le secteur le plus prisé de la Côte d'Azur. La responsable de l'agence dicte même son texte à la journaliste. Avec accès direct à la plage, avec sa plage privative. Un article dans ce type de journal, c'est une façon de faire de cette villa un bien atypique, rare, et donc de justifier son prix. Vous pouvez pas le mettre sur Internet, sur vos annonces comme ça, parmi toutes les autres? Non. Pourquoi? Non. Parce que ça correspond pas, si vous voulez, à l'idée qu'on a du produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose de rare, on peut pas quelque part le mettre partout. Grâce à cette campagne de communication, la responsable de l'agence est persuadée de trouver un acheteur en moins de 6 mois. Les biens de prestige, à plus de 3 millions d'euros, se vendent bien. L'an dernier, le nombre de transactions a augmenté de 60%.